Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'esprit tranquille. Pourquoi? Je ne sais pas, un oubli. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 38e Formule Express de retour à l'écran. Une formule de saison, puisque je vais vous parler d'un long métrage devenu au fil des années un incontournable des nombreuses sélections de films de Noël que l'on aime regarder sous un plaid en s'y rentant un bon chocolat chaud. Ce film, c'est Maman j'ai raté l'avion, sorti dans les salles françaises le 19 décembre 1990, le même jour que le 5e opus des aventures de Rocky Balboa. De ses origines à sa sortie couronnée d'un succès planétaire, nous allons parcourir les coulisses de ce film qui, s'il garde aujourd'hui de très nombreux adeptes, ne fait pas non plus l'unanimité pour plusieurs raisons. Mais ça, on en reparlera plus tard. Avant toute chose, Maman j'ai raté l'avion, ça raconte quoi ? La famille McAllister, domiciliée dans la banlieue de Chicago, décide de s'envoler pour Paris afin d'y passer les vacances de Noël. Dans l'avion, les parents de cette grande tribu réalisent que Kevin, leur plus jeune enfant, manque à l'appel. Seul dans la grande maison familiale, Kevin profite de cette liberté pour faire tout ce dont il a toujours rêvé, jusqu'à ce que deux cambrioleurs viennent le menacer. Nous savons que tu es ici et que tu es tout seul, cher enfant. Retour en 1989. Le réalisateur John Hughes, pape de la comédie teenager des années 80, on lui doit notamment les cultissimes Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller, sort du tournage de la comédie Uncle Buck avec John Candy et s'apprête à partir en vacances. Il dresse alors une liste de tout ce qu'il ne faut pas oublier. En haut de cette liste, il pense à ses enfants. Comme ça, cela peut paraître évident, mais oublier sa progéniture est l'une des plus grandes peurs de John Hughes. Il se pose alors la question, et si je laissais mon fils de 10 ans à la maison, que ferait-il ? Hughes trouve que cela pourrait être une bonne idée de scénario et rédige dans la foulée un premier jet de 8 pages en imaginant déjà l'enfant devant faire face à deux cambrioleurs retors. J'ai cette peur constante d'oublier mes enfants à chaque fois que je me déplace, raconte John Hughes. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de scénario. Et ça m'a donné envie de faire un film avec en vedette un enfant. En tant que scénariste, c'est un sacré challenge de se mettre dans la peau d'un enfant de 10 ans et de penser comme lui. Hughes contacte alors la Warner pour produire et distribuer le film. Si la Major se montre intéressée en signant avec lui un pré-deal, elle demande au réalisateur à ce que le film soit produit pour moins de 10 millions de dollars, une somme plus basse que la moyenne des films produits à l'époque. Mais John Hughes sait déjà que le film coûtera plus cher et décide d'assurer ses arrières en proposant également son idée à la 20th Century Fox, qui se montre elle aussi enthousiaste et prête à mettre plus d'argent sur la table. Mais comment on fait pour mon pognon? Quel pognon? Joe m'a dit que t'avais du fric pour moi. T'en es sûr? Combien faut-il que je te donne? Lié pour le moment par son pré-deal avec la Warner, Hughes fait une première estimation de budget à environ 15 millions de dollars, soit 5 millions de plus que le montant autorisé par la Major. Cette dernière s'y oppose, mais accepte pourtant de lâcher un peu de lest en proposant de couper la poire en deux. Ok alors pour un budget de 13,5 millions, mais pas un dollar de plus. Hughes refusant ce rabais, la Warner finit par abandonner le projet. Le réalisateur active alors son plan B et signe finalement avec la Fox, heureuse de profiter de la situation. À tel point qu'elle lâche la somme de 18 millions de dollars à Hughes pour qu'il mène son projet à bien. Garder la monnaie, ça ne me dérange pas. Si Hughes pense que le film a un fort potentiel pour devenir un gros succès, il n'a pourtant pas l'intention de le réaliser, se contentant de la casquette de producteur. Hughes contacte alors Patrick Reed Johnson, un tout jeune réalisateur pour le mettre en scène. Mais ce dernier est déjà engagé sur un autre projet. Le réalisateur se tourne alors vers Chris Columbus, libre depuis qu'il a quitté le tournage d'un autre film de Noël, Le Sapin les Boules, autre production signée Hughes à cause de sa mésentente avec l'acteur principal, Chevy Chase. Columbus, qui est également un scénariste confirmé, on lui doit ceux notamment des Gremlins, des Goonies ou du Secret de la Pyramide, excusez du peu, accepte sans hésitation pour effacer notamment la frustration de son départ du tournage du Sapin les Boules. S'il trouve le script efficace, il estime tout de même qu'il lui manque quelque chose. Les gags étaient bien écrits et particulièrement bien détaillés, explique Chris Columbus. Mais certains éléments n'y figuraient pas. Et on a retravaillé avec John pour ramener un peu plus d'émotion et encore plus de comédie. Il s'agit tout de même du point de vue d'un enfant.
Je voulais créer une atmosphère chaleureuse et intemporelle pour Maman j'ai raté l'avion. Le défi principal pour Columbus va être de trouver l'enfant qui va incarner le jeune Kevin. Hughes propose dès le départ Macaulay Culkin à Columbus. Culkin n'est pas un inconnu et pour cause. Il tenait déjà le haut de l'affiche aux côtés de John Candy dans le précédent film de Hughes, Uncle Buck. Mais Columbus n'est pas vraiment emballé par l'idée. Je tenais à trouver le gosse parfait. Mais je ne voulais pas avoir recours au Macaulay d'Uncle Buck. Je voulais le trouver tout seul, raconte Chris Columbus. John Hughes m'a proposé pour le rôle, se souvient Macaulay Culkin. Chris m'a rencontré très tôt, mais il voulait voir d'autres enfants, car il refusait de céder à la facilité. Après avoir rencontré plus de 400 enfants, j'ai compris qu'aucun n'était aussi unique et talentueux que Macaulay Culkin. Il séduisait tout le monde. Mais ce n'est qu'en commençant à tourner que j'ai réalisé qu'il était une véritable star. Pour incarner le premier des deux cambrioleurs, Columbus porte son choix sur Robert De Niro et Jon Lovitz, l'un des piliers du célèbre show TV, le Saturday Night Live. Mais les deux acteurs refusent. Le réalisateur se tourne alors vers Joe Pesci, dont il adorait les prestations devant la caméra de Martin Scorsese. Surpris par cette proposition, Pesci n'avait en effet jamais joué dans des comédies familiales auparavant, finit par accepter. J'étais un énorme fan de Joe Pesci dans Raging Bull et Les Affranchis. Je n'avais qu'une envie, c'était de la voir. Le script lui a plu et il a accepté. Ce fut un choc pour moi. Je ne m'y attendais absolument pas. Il trouvait que ce qu'on lui demandait de faire était un défi. Et c'était le cas. Il s'en est brillamment sorti, car ce rôle correspondait à un registre très différent du sien. Chris Columbus réclame l'acteur Daniel Stern, dont il est également fan pour incarner Marv, l'autre cambrioleur. Mais la production s'y oppose fermement, car trop cher. Le réalisateur n'a alors pas d'autre choix que de trouver quelqu'un d'autre. C'est finalement Daniel Roebuck, un acteur que l'on verra plus tard notamment dans Le Fugitif et la série Lost, qui est embauché pour le remplacer. Mais après 2 jours de répétition, Columbus sent que le courant ne passe pas avec Joe Pesci. C'est là qu'il repart à la charge pour obtenir Daniel Stern. Et après d'âpres négociations, il finit enfin par obtenir gain de cause. Dans son scénario, John Hughes a réservé une longue scène à son acteur fétiche, John Candy. Malgré son indisponibilité aux dates de tournage, l'acteur accepte de se libérer une journée pour la faire tout en étant payé au plus bas tarif syndical. En remerciement, Hughes et Columbus l'autorisent à improviser l'intégralité de ses dialogues. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. J'ai cru comprendre que ça n'allait pas. Nous avons des ennuis, nous aussi. Permettez-moi de me présenter Gus Bolinski. Enchanté. Je suis le roi de la polka. Je suis avec mon orchestre. Salut. Vous ne nous connaissez pas? Ah, ce n'est rien, je ne peux pas vous en vouloir pour ça. On a fait des trucs bien il y a quelque temps. Vous avez dû entendre polka, polka, polka. Polka, polka, polka. Non. La glorieuse polka. Amaushi polka, la polka des anges, embrasse-moi polka, polka twist. On a fait un sacré tabac avec ça. On a vendu 623 albums déjà. À Chicago? Non, à chez Boygan. Vraiment, ça a marché. C'est des Tant connaisseurs mieux, là-bas. mais si on revenait à moi. Oh oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Le tournage débute le 14 février 1990 à Winnetka, une petite ville dans la banlieue de Chicago où se trouve la maison de 3 étages, théâtre des nombreuses péripéties que va vivre le jeune Kevin. Une ville dans laquelle Hughes avait tourné la quasi-intégralité de ses films. L'équipe va donc s'emparer de l'extérieur mais également de quelques pièces de cette maison pour mettre en boîte un nombre conséquent de scènes. Mais pour permettre une totale fluidité de la mise en scène, les autres pièces seront reproduites dans un studio non loin de là. Les scènes de l'église et de l'aéroport sont également tournées à Chicago et ses environs. Le tournage se passe dans une très bonne ambiance. Macaulay Culkin et le réalisateur Chris Columbus ont très vite noué une relation de confiance essentielle au bon déroulement des prises de vue. Chris savait comment me faire faire ce qu'il voulait que je fasse, se souvient Macaulay Culkin. Comment raconter cette histoire. Mon but, c'était de faire plaisir à Chris. On veut faire plaisir au réalisateur, surtout quand on a un gosse. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre puisse diriger les enfants comme il l'a fait. Il connaissait toutes ses répliques par cœur. C'était un vrai pro, se souvient Chris Columbus. Mais il avait aussi 9 ans, et il finissait toujours par redevenir un gamin. Car les enfants n'ont pas le même sens des responsabilités que les adultes. Un enfant se fatigue, se laisse distraire,
a tout le temps envie de rire, de s'amuser, mais c'est ce qui rendait sa performance si spéciale. Grâce à cette complicité, Chris Columbus parvient à gérer un planning particulièrement serré. Macaulay Culkin ne peut en effet légalement tourner plus de 5 heures par jour à cause de son jeune âge. Le réalisateur doit tout de même faire face à quelques tensions, notamment avec Joe Pesci, qui garde une certaine distance avec le jeune acteur. Columbus pense alors que Pesci a du mal à accepter son statut de second rôle, supplanté par celui du petit garçon de 9 ans, traité comme une véritable star. Pesci expliquera plus tard qu'il a gardé une certaine distance avec Culkin pour entretenir la peur que l'enfant pouvait avoir de lui et rendre leur confrontation plus crédible. Pesci ira même jusqu'à mordre au sang un doigt du jeune acteur qui en garde toujours la cicatrice aujourd'hui. Dès le début du tournage, Chris voulait une véritable impression de danger, se souvient Daniel Stern. Jusqu'au bouquet final, quand tous les pièges sont préparés et que Macaulay nous fracasse comme dans un dessin animé. Il s'agissait d'avoir l'air idiot et maladroit, tout en gardant une forme de malveillance. Le budget du film restant modeste, l'équipe technique et les cascadeurs doivent redoubler d'ingéniosité pour mettre en scène les nombreux pièges posés par le jeune Kevin. Mais ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les deux doublures de Joe Pesci et Daniel Stern. Les cascadeurs vont en effet en faire les frais. Chris Columbus aime tourner beaucoup de prises, raconte Freddie Ice, le coordinateur des cascades. Pour chaque scène, il tournait à peu près 6 ou 7 prises. Et sur les scènes de cascade, je lui disais parfois « Arrête, ça suffit maintenant ». Les cascadeurs sont épuisés et ils n'arrivent plus à se relever. Si t'es pas content, t'as qu'à les faire, toi. Bon, sérieusement, et la plupart du temps, il était quand même super cool, hyper compréhensif et il adorait tous les cascadeurs. Le film que regarde Kevin et qui est à l'origine de la fameuse scène du livreur de pizza n'est pas issu d'un véritable film. Ce faux extrait a été tourné par Chris Columbus en une seule journée, juste avant le début officiel des prises de vue, en s'inspirant des classiques du polar des années 40. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Très bien, Johnny, pardonne-moi. Je pars tout de suite. 1, 2, 10. Comme la grande majorité du film, cette séquence a été tournée en légère contre-plongée pour faire vivre l'action avec la perception d'un enfant, la rendant finalement plus effrayante qu'elle ne l'est vraiment. Les prises de vue s'achèvent le 8 mai 1990 après 83 jours de tournage. Et c'est au tour de l'équipe de post-production de prendre le relais. Columbus pense d'abord confier la musique du film au compositeur Bruce Broughton, à qui l'on doit notamment la musique du Secret de la Pyramide, dont Columbus avait signé le scénario, mais ce dernier se voit obligé de refuser pour des questions de planning. Le réalisateur contacte alors son ami Steven Spielberg pour qu'il l'aide à convaincre le grand John Williams de signer la bande originale. Un pari sacrément risqué de vouloir débaucher le compositeur des musiques de Star Wars ou Superman quand on a un budget plus que serré. Souvent les producteurs choisissent le compositeur en fonction du budget du film, raconte John Williams. Et justement, on peut ne pas me proposer un projet parce que le budget est trop serré. En ce qui me concerne, cela m'a toujours été égal. Cela dépend d'une chose plus viscérale, une réaction au projet qui n'a rien à voir avec le coût ou l'envergure de la production. Et dans ce cas, j'étais ravi qu'on me propose ce film. L'atmosphère de Noël est toujours très amusante à peindre musicalement, sans oublier l'aspect comique du film. Pour bon nombre de ces séquences comiques, si la musique est un peu hors sujet, cela ne marchera pas. Elle ne doit faire qu'un avec l'action comme dans un dessin animé. C'est un travail difficile, mais je pense m'être davantage amusé sur ce projet que sur beaucoup d'autres films que j'ai pu faire. Maman j'ai raté l'avion sort sur les écrans américains le 16 novembre 1990 et c'est un véritable carton. Le film remplit les salles et finira par cumuler près de 285 millions de dollars de recettes. Les spectateurs français découvrent le film le 19 décembre 1990 et le succès est également au rendez-vous avec près de 2 300 000 entrées. À travers le monde, le film rapportera près de 500 millions de dollars de recettes, ce qui fera de Maman j'ai raté l'avion l'un des plus gros cartons de l'année 1990. Un succès qui ne se tarit pas depuis plus de 30 ans pour ce film qui se transmet de génération en génération.
comme en attestent les audiences toujours puissantes que connaît Maman j'ai raté l'avion à chacune de ses diffusions à la télévision. Et pourtant le film ne fait pas que des adeptes. Nombreux sont ceux qui trouvent en effet le personnage de Macaulay Culkin particulièrement agaçant et qui rejettent pour cela en bloc le film de Columbus. Certains autres vont aussi pointer le côté parfaitement invraisemblable du film. Certes, on a du mal à imaginer un enfant de 10 ans ne pas être en panique en se retrouvant seul dans cette grande maison et redoubler d'ingéniosité pour se débarrasser de 2 intrus. Mais bon, si vous êtes là, c'est que comme moi, vous aimez ce film qui reste aujourd'hui à mon sens toujours aussi fun et particulièrement efficace. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un film qui s'adresse tout d'abord aux enfants dans le simple but de les amuser. Et quand on a gardé son âme d'enfant, on ne peut que se laisser toujours prendre par les folles aventures du jeune Kevin. Les gars, vous abandonnez ou vous en revoulez encore? 2 ans après la sortie et le succès planétaire de Maman j'ai raté l'avion, toute l'équipe rempile pour une suite qui se déroule cette fois-ci à New York. Une suite dans laquelle apparaît furtivement Donald Trump, qui va elle aussi déplacer les foules, encaissant près de 400 millions de dollars de recettes à travers le monde. Suivront 4 autres séquelles sans le casting original cette fois-ci, et de qualité bien moindre. Maman j'ai raté l'avion est disponible sur support physique, DVD et Blu-ray, et sur Disney+, pour les adeptes des plateformes. C'est la fin de cette Formule Express consacrée à Maman j'ai raté l'avion. Tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très vite pour un nouvel épisode. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.